Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'électromagnétisme, une vidéo d'introduction. Nous allons étudier ensemble, pendant ce premier semestre, l'électromagnétisme. Alors, électromagnétisme, comme son nom l'indique, il s'agit d'un couplage entre l'électrique, et magnétisme, le magnétique. Vous avez déjà des bases, notamment grâce aux cours d'outils mathématiques pour la physique, en électrostatique, en magnétostatique. Et bien dans ce cours, nous allons voir que d'un point de vue fondamental, l'électrique et le magnétique sont couplés. En effet, l'électromagnétisme, d'un point de vue fondamental, est l'une des 4 interactions fondamentales en sciences. Donc, ça explique la propagation de la lumière, donc tous les rayonnements électromagnétiques, les communications. Et donc d'ailleurs, les communications, c'est d'une importance pour les applications. Il y a beaucoup de techniques, de technologies qui reposent sur l'électromagnétisme. Et donc j'ai décidé dans ce slide d'introduction de vous montrer quelques exemples où le phénomène ou des phénomènes électromagnétiques se manifestent. Donc, vous avez en haut à gauche la tour Eiffel à Paris qui est frappée par un coup de foudre. On a à droite, toujours à Paris, l'Arc de Triomphe avec le coucher de soleil. Et vous voyez les couleurs un peu rouge, orange du ciel lors du coucher de soleil qui peuvent s'expliquer grâce à des phénomènes d'électromagnétisme. Et d'ailleurs, c'est l'objet d'un des exemples qu'on étudiera plus en détail dans ce cours. Il y a, comme je disais, toutes les technologies de communication qui reposent sur le rayonnement électromagnétique, donc pour propager l'information sur de grandes distances. Et enfin, alors ça c'est peut-être un peu moins explicite, mais vous avez une plaque à induction. Le phénomène d'induction est extrêmement important pour beaucoup d'applications, entre autres le chauffage, donc les plaques de cuisson à base d'induction. Donc pendant tout ce cours, je serai joignable sur WeChat et également par email à cette adresse-là. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter pour poser toute question. Il n'y a aucune question bête. Ce qui serait bête serait de ne pas les poser. Et puis, je vous communiquerai, bien sûr, je pense plus sur WeChat ou éventuellement par email, les TD, les cours, les polycopiés, etc. Donc, on reste en contact. Le plan du cours est le suivant. On va partir des postulats d'électromagnétisme. On va partir d'un point de vue très théorique fondamental. Mais ça va nous permettre de rigoureusement fonder les lois de l'électromagnétisme et d'en tirer les propriétés qui seront exploitées dans les applications. Donc, j'en ai déjà parlé, les ondes électromagnétiques dans le vide vont découler des postulats d'électromagnétisme et les ondes électromagnétiques dans le vide sont très importantes pour les communications, comme je disais. Les rayonnements électromagnétiques, pareil. Mais il n'y a pas que le vide, il y a aussi les milieux matériels et donc diélectriques entre autres. Donc on va s'intéresser aux ondes électromagnétiques dans ces milieux avant de regarder ce qui se passe donc à plus basse fréquence avec l'approximation des régimes quasi-stationnaires, la RQS, l'induction électromagnétique et enfin les applications de l'induction électromagnétique. Comme je disais, il y en a beaucoup, c'est un phénomène qui est très exploité dans les applications. On va partir donc dans ce premier cours sur les postulats de l'électromagnétisme. On va partir
d'une expérience historique et qui a vraiment mis le doigt sur, tiens, il y a un couplage entre l'électrique et le magnétique. Alors cette expérience a été réalisée par la première fois, et je vais vous la montrer après, mais c'est une expérience qui a été menée pour la première fois par Michael Faraday. C'est un physicien britannique du 19e siècle. Et donc c'est quelqu'un, le nom Faraday va revenir tout le long du semestre, du début jusqu'à la fin en induction. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré en électromagnétisme et d'autres domaines scientifiques également. Donc c'est pour cela que son ancien amphi à Londres a été restauré. Il y a toujours des cours qui sont donnés dans cet amphi historique pour se souvenir des travaux extrêmement importants de ce physicien. Et donc, ces travaux en électromagnétisme, il y a deux dates marquantes. 1831, la découverte de l'induction par Michael Faraday, et puis la démonstration sur l'électricité à la Royal Institution, donc dans cet amphi-là. Donc, ce qui est notable, du coup, l'induction, c'est vraiment là où il y a un couplage qui a été remarqué par Michael Faraday entre les champs électriques et magnétiques. Et ce qui est notable aussi, c'est qu'il avait vraiment un goût pour la communication et la vulgarisation. Et donc, il les a montrés au grand public, ces résultats, seulement 4 ans plus tard, dans cet amphi. Alors, cette expérience, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Je vous montre une vidéo de l'expérience qui a été menée par le professeur Mellock et qui m'a gentiment autorisé à vous le transmettre. Donc, ce que l'on a, c'est un ampèremètre avec des fils qui sortent. Et en série, on vient brancher différents bobinages de cuivre. Donc, il y a simple fil, il y a un bobinage un peu plus conséquent, et puis là, il y a un grand nombre de tours. L'idée est donc d'insérer les bobinages dans le circuit grâce à des pinces croco. Donc voilà, il vous remontre les différents bobinages, l'ampèremètre qui montre 0 actuellement. Alors voilà, ce qui vient de vous montrer, je peux remettre là, c'est un aimant permanent qui génère du coup un champ magnétostatique. Voilà, la bobine est insérée dans le circuit grâce aux pinces croco. Et on rapproche l'aimant, alors avec le pôle nord vers la bobine, vers le bobinage. Et vous voyez la tige ici de l'indicateur de l'ampèremètre bouge sensiblement. On n'arrive pas vraiment à dire dans quel sens ça bouge, mais vous voyez que ça bouge très sensiblement. Bon. Ensuite, bobinage un peu plus important, avec plusieurs tours. Ah, on refait la même chose. Alors là, ce qui est intéressant de remarquer, je pourrais le remettre dans quelques instants, c'est que lorsque il approche le pôle nord vers la bobine, il y a un courant dans ce sens-là, on va dire positif, on voit pas très bien les graduations, mais un courant positif qui est mesuré au bord de l'ampèremètre. Et regardez, lorsqu'il va retirer sa main, le courant devient négatif. Donc c'est lié, le signe du courant généré ici est lié au sens de déplacement de l'aimant au voisinage du bobinage. Et vous remarquez là que lorsqu'il bouge lentement, je remets aussi,
lorsqu'il bouge lentement, l'ampèremètre ne mesure qu'un courant très faible. Lorsqu'il bouge rapidement l'aimant, un courant plus important est mesuré. Donc, il y a deux choses. Il y a la vitesse de déplacement ici de l'aimant au voisinage de l'aimant qui va générer un courant plus ou moins important. Et il y a le sens de déplacement de l'aimant qui va déterminer le signe du courant mesuré à l'ampèremètre. Alors là, du coup, il prend le grand bobinage avec beaucoup de tours. Et là, bobinage, en fait, tous les phénomènes observés jusqu'à présent sont amplifiés avec ce bobinage-là. Donc, on peut mesurer des courants beaucoup plus importants. Et il est même sensible aux petits déplacements de la main maintenant. En fait, c'est comme si on avait amplifié, ce qui se passait précédemment. Donc voilà, j'ai essayé de schématiser un peu cette expérience, juste pour souligner les observations. Donc, il y a un bobinage de cuivre. Alors parfois c'est un simple fil, parfois c'est vraiment un bobinage important avec un grand nombre de fils. Un grand nombre de tours, en fait, qui est branché aux bornes d'un ampèremètre. Et on a un aimant permanent au voisinage de la bobine, avec un pôle nord, un pôle sud, qui permet de générer un champ magnétique, du coup. Et ce que l'on observe, c'est que lorsque l'aimant se déplace vers la bobine, donc en entrant dans la bobine, on a un courant positif qui apparaît. Et ce courant est d'autant plus grand que la vitesse de déplacement de l'aimant est grande. Et en même temps, lorsque on va dans l'autre sens, donc l'aimant se déplace en sortant de la bobine, en s'éloignant de la bobine, on a un courant négatif qui apparaît. Et pareil, ce courant est d'autant plus important que la vitesse est rapide de l'aimant. Donc là, j'ai récapitulé les observations. L'aimant va ou vient à proximité de la bobine, ce qui permet de générer un courant électrique. Ce qui est notable, c'est que lorsque l'aimant ne bouge pas au niveau de la bobine, il n'y a aucun courant électrique qui est généré, même si l'aimant est très proche de la bobine. Le signe du courant dépend du sens de déplacement de l'aimant, et bouger l'aimant rapidement crée un courant plus important. Aucun courant n'existe si l'aimant reste immobile. Donc pour interpréter cela, alors là c'est un grand pas, et je veux juste vous faire sentir ces différentes notions. On va revenir sur cette expérience dans le chapitre d'induction en particulier. Mais il faut une variation de flux magnétique. Donc en fait, il faut que le flux magnétique, c'est un champ magnétique multiplié par une surface. Donc il faut que le champ magnétique entre ou sort dans la bobine pour induire un courant, c'est-à-dire pour créer un courant électrique. Alors, c'est cette expérience historique qu'a menée Faraday en 1831 qui lui a permis de déduire qu'un champ magnétique variable dans le temps induit un courant. Donc, a le même effet qu'un champ électrique. Oui, rappelez-vous, en outils mathématiques pour la physique, entre autres, en électrostatique, c'est un champ magnétique qui permet de mettre les charges en mouvement. Un champ magnétique, encore une fois, un champ magnétique
permet de dévier des charges. Un champ électrique permet de les mettre en mouvement. Alors là, on voit aucune source de champ électrique et pourtant, on a des charges qui se mettent en mouvement, donc qui génèrent un courant électrique. C'est donc avec cette expérience-là que Faraday a fait le premier pas vers l'électromagnétisme, donc l'unification des phénomènes électriques et magnétiques.